peut-on vraiment faire mieux que Game of Thrones? Ou au moins, aussi bien. Je dois avouer, je ne pensais pas que House of the Dragon serait à la hauteur. Je m'attendais évidemment à une production de qualité, parce que c'est ce à quoi nous a habitués HBO, mais je ne m'attendais pas à être particulièrement emporté par son histoire et ses personnages, ou du moins, pas si rapidement. Et ben on peut dire que je suis agréablement surpris. Ce premier épisode m'a vraiment emballé. Et je pense même qu'il m'a plus emballé que ne l'avait fait le premier épisode de Game of Thrones, quand j'avais découvert la série il y a bientôt 10 ans de ça. À l'époque, j'avais bien sûr aimé l'épisode, parce que j'aime les bons univers de fantasy médiévale, et puis parce que Sean Bean. Mais je crois que l'épisode en lui-même, dans son déroulé, ne m'avait pas transcendé. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une analyse comparative de ces 2 premiers épisodes, de comprendre ce qui fonctionne ou non dans leurs écritures respectives, et vous expliquer pourquoi je pense que le premier épisode de House of the Dragon a une meilleure narration que le premier épisode de Game of Thrones. Déjà, dès les premières minutes, on a une différence majeure entre les 2 épisodes. On n'est pas du tout sur le même type de prologue. Le prologue de House of the Dragon est un prologue d'exposition, tout ce qu'il y a de plus classique. On y découvre le contexte historique et politique dans lequel s'inscrit l'histoire de la série, et il met en évidence les enjeux de cette saison, à savoir la question de la succession et de l'accession au pouvoir d'une femme. Simple et efficace, on sait de quoi on parle et vers où on va. Le prologue de Game of Thrones est plus original, il commence directement dans l'action et l'effroi, au nord du mur, avec l'introduction du mystère et de la menace des marcheurs blancs. Marcheurs blancs qui vont donc être perçus par les spectateurs comme étant la menace principale de la série. Ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et là déjà, avec ce choix de prologue, on a un petit problème pour Game of Thrones. En l'absence de prologue d'exposition, le spectateur commence donc la série sans aucune information sur cet univers, sur ses longs étés et ses longs hivers, sur son histoire, sur le roi fou et la révolte de Robert Baratheon, etc. Dans le livre, ce n'est pas dérangeant, puisque toutes ces informations vont parvenir au lecteur de différentes façons. Mais dans la série, toutes ces informations vont devoir passer par le dialogue. Et comme aucun personnage ne va se mettre à réciter une page Wikipédia, on peut être vite perdu. Alors c'est rien d'insurmontable en soi, et ça serait pas un problème si le premier épisode de Game of Thrones n'avait pas un autre défi de taille à surmonter, à savoir énormément de personnages à introduire. Entre les Stark, les Lannister, les Baratheon et les Targaryens, on est sur une vingtaine de personnages à introduire et caractériser. On a aussi plusieurs lieux, le nord du mur, Winterfell, King's Landing, Pentos. Tout ça fait beaucoup d'informations à assimiler en 60 petites minutes. Après avoir vu toute la série, on ne s'en rend plus forcément compte, puisqu'on connaît déjà l'univers et ses personnages. Mais pour un nouveau spectateur, c'est assez complexe. In my dreams, I kill him every night. A l'inverse de Game of Thrones, House of the Dragon prend le chemin de la simplicité. Il y a moitié moins de personnages et toute l'intrigue se déroule en un seul lieu. Et moins de personnages à caractériser, ça laisse plus de temps pour mieux développer chacun de ces personnages, développer leurs relations et même commencer leur évolution. Mais là où ce premier épisode est vraiment bon, c'est dans ses conflits. Did you say it? Les conflits, c'est un peu la base des histoires. C'est ce qui permet de faire avancer l'intrigue, de développer et faire évoluer les personnages, et surtout, ils permettent de garder les spectateurs émotionnellement investis dans l'histoire. Sans conflit, pas de tension narrative. Sans tension narrative, pas d'histoire. Et sans histoire, pas d'histoire. Dans ce premier épisode de House of the Dragon, on va avoir des conflits armés, comme lors du tournoi, mais on a aussi et surtout des conflits entre personnages, comme par exemple entre Otto Hightower et Daemon. Mais un conflit sera d'autant plus impactant s'il oppose 2 personnages qui sont censés être des alliés. L'implication émotionnelle sera bien plus forte, pour les personnages comme pour les spectateurs. Comme par exemple, quand la reine Aemma découvre que son mari lui impose une mort atroce. Ou encore, comme le conflit qui oppose Viserys à son frère Daemon, qui aurait célébré la mort de son fils. The heir for a day. Did you say it? We must all mourn in our own way, Your Grace. Ce dernier conflit est particulièrement intéressant, parce que, visiblement, il prend source dans un quiproquo, ou du moins une maladresse, parce que Daemon semble vraiment attristé par le malheur de son frère. La scène dans l'auberge ne nous le montre pas du tout en train de célébrer, et c'est Mysaria qui va le pousser à faire un discours. Et l'épisode fait le choix malin de ne pas nous montrer la façon dont il est prononcé. On a seulement les mots rapportés par Otto Hightower, qui n'apprécie pas Daemon et semble déterminé à l'éloigner de Viserys. Peut-être parce qu'il pense vraiment que Daemon est un danger pour le royaume, ou peut-être que c'est un moyen pour avoir plus d'influence sur le roi. Au hasard. Bref, on a un conflit qui va apporter de la tension et bien développer les personnages nuancés que sont Viserys et Daemon. I have only ever defended you.
Yet everything I've given you, you've thrown back in my face! You've only ever tried to send me away, to the Vale, to the City Watch. Anywhere but by your side. Un conflit chargé d'émotions entre deux frères qui s'aiment mais qui ont chacun été blessés par les actes de l'autre. Daemon se sent injustement écarté et Viserys ne se sent pas respecté. 10 years you've been king and yet not once have you asked me to be your hand. Why would I do that? Because I'm your brother. Then why do you cut me so deep? Un conflit qui va avoir pour conséquence la nomination de Rhaenyra en tant qu'héritière, l'éloignement des deux frères et une petite coupure pas si anodine que ça. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. En plus d'avoir des lourds conflits entre personnages, on a aussi le luxe d'avoir des conflits internes, qu'on appelle aussi des dilemmes moraux. Et c'est sûrement le type de conflit le plus intéressant, parce qu'il permet de révéler un personnage, de définir sa moralité et ses désirs à un instant T de l'histoire. Dans ce premier épisode, on a un premier dilemme moral pour le roi Viserys au moment de l'accouchement difficile de sa femme. To sacrifice one, or to lose them both. Permettre à sa femme de mourir avec le moins de souffrance possible et perdre l'enfant à coup sûr, ou bien tenter de sauver l'enfant en infligeant à sa femme une mort atroce. C'est un dilemme intéressant, puisque dans les deux cas, l'issue sera tragique. But also to dramatize the terrible position that Viserys is put in, because it's made very clear to him that Aemma is going to die either way. The only choice that you really have in the matter is whether you try to save the child. And he knows that it's his duty to put forward a male heir, especially if his wife is not going to make it, not be able to generate another heir for him. So that's what motivates him to make that decision with the Grand Maester. Et ce qui rend l'approche de ce dilemme particulièrement terrible pour les spectateurs, c'est qu'à aucun moment, Viserys ne va demander l'avis de sa femme. Et il ne va même pas trouver la force de lui dire la vérité. They're going to bring the babe out now. Toute cette scène est extrêmement violente, à plusieurs niveaux, mais il faut comprendre que ce n'est pas de la violence gratuite. Elle est importante pour que les spectateurs prennent pleinement conscience des conséquences terribles de ce choix, et de la place des femmes dans cette société, ce qui est quand même un des thèmes majeurs de la série. On a donc, dès ce premier épisode, une scène très intense et marquante, doublement tragique en plus, puisque l'enfant ne survivra même pas une journée. Toute cette horreur pour rien. Ce drame va faire évoluer le personnage de Viserys, qui va notamment réaliser qu'il a une fille qui peut tout à fait hériter du trône, puisqu'aucune loi ne l'interdit. I'm sorry, Rhaenyra. I have wasted the years since you were born, wanting for a son. Il va donc réaliser qu'il a indirectement causé la mort de sa femme, en la poussant à lui donner un fils, malgré ses grossesses difficiles. Hello, darkness, my old friend. Le deuxième dilemme moral est aussi pour Viserys. What matter? That of your succession. Ce dilemme est heureusement moins traumatisant que le précédent, et il va permettre de nous en apprendre davantage sur le personnage de Viserys. I will not be made to choose between my brother and my daughter. On est sur un roi qui refuse les conflits et les décisions difficiles. En bref, un roi faible. You're weak, Viserys. Après le discours maladroit de son frère, Viserys choisit finalement de nommer sa fille comme héritière, et il va en profiter pour lui transmettre le grand secret des Targaryens. Aegon foresaw the end of the world of men. When this great winter comes, Rhaenyra, all of Westeros must stand against it. Sauf que visiblement, Aegon s'était bien planté. Il n'y avait pas du tout besoin d'unifier tout Westeros pour vaincre la menace. Il suffisait d'un ninja assassin. En tout cas, tous ces conflits, qu'ils soient entre personnages ou internes, apportent beaucoup de tension et donnent un fort impact émotionnel à ce premier épisode de House of the Dragon. Et tout ça, on l'a beaucoup moins dans le premier épisode de Game of Thrones. Il y a peu de conflits, pas vraiment de dilemmes moraux, et donc les personnages n'ont pas vraiment le temps d'évoluer. En fait, si on nommait le prologue, le seul véritable conflit de l'épisode va se trouver à sa toute fin, quand Bran va surprendre les jumeaux Lannister En train de baiser. avant de se faire pousser de la tour par Jaime. Things I do for love. Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire. Mais on n'est pas sur un conflit avec une grande charge émotionnelle, il est surtout là pour choquer et servir de cliffhanger. À part ça, on a surtout des graines de conflits parsemées dans l'épisode, qui sont là pour préparer des conflits plus importants qui se produiront dans de futurs épisodes. Par exemple, la petite altercation entre Ned Stark et Jaime Lannister. I don't fight in tournaments. That's when I fight a man for real. I don't want him to know I can know. Well said. A few moments later. Ou encore, les tensions entre Daenerys et son frère Viserys. You don't want to wake the dragon, do you? A few minutes later. Il faudra attendre le deuxième épisode pour qu'on commence à avoir de réels conflits entre les personnages. Is this your command? Your grace?
En fait, on peut remarquer que les deux épisodes ont une approche très différente dans la façon de gérer leur intrigue. Le premier épisode de House of the Dragon a une intrigue pratiquement indépendante. Presque tous les enjeux qui sont posés au début de l'épisode vont trouver leur résolution dans ce même épisode. Ce ne sont pas des éléments d'intrigue qui sont mis en place pour des épisodes futurs. On a donc un épisode dense et rythmé, avec des personnages qui évoluent et une histoire qui avance. Parfois même un peu trop. Prenons la situation de Rhaenyra. Au début de l'épisode, on a une jeune femme éprise de liberté qui refuse l'ordre établi et ne veut pas de la destinée qui semble toute tracée pour elle. You will lie in this bed soon enough, Rhaenyra. This discomfort is how we serve the realm. I'd rather serve as a knight and ride to battle in glory. Une jeune femme qui vit mal le fait de ne pas être suffisamment reconnue et aimée par son père, pour la simple et unique raison qu'elle n'est pas un garçon, et donc pas une héritière convenable. On avance un peu. À la fin de l'épisode, Rhaenyra est reconnue à sa juste valeur par son père, qui lui fait confiance et en fait son héritière. And I believe, as I know she did, that you could be a great ruling queen. Elle échappe ainsi au rôle que cette société comptait lui imposer. Bon, elle n'a pas fait grand chose pour mériter ce changement, mais en tout cas, tous ses problèmes initiaux semblent réglés. C'est une véritable conclusion. On est sur un épisode qui peut carrément s'apprécier, même sans voir la suite. A l'inverse, le premier épisode de Game of Thrones n'est pas du tout indépendant. Sans sa suite, il n'a pas vraiment de sens. La quasi-totalité des éléments d'intrigue qui y sont mis en place trouveront une résolution plus tardive dans la série, comme par exemple le conflit entre les Stark et les Lannister, ou encore l'invasion des Marcheurs Blancs. On n'a pas vraiment d'intrigue qui trouve sa résolution dans le premier épisode. Il y a vite fait des enjeux autour de la nomination de Ned en tant que main du roi, mais les conséquences de ce choix sont trop lointaines pour qu'on en ressente l'impact au visionnage du premier épisode. En fait, il ne se passe pas grand chose dans cet épisode, que ce soit au niveau de l'intrigue ou de l'évolution des personnages. Pour résumer, on a des histoires sombres au nord du mur, un fuyard qui est exécuté, le roi qui arrive à Winterfell, Ned qui est nommé main du roi, Daenerys qui est mariée à Khal Drogo, et Bran qui surprend les jumeaux Lannister en train de baiser avant d'être poussé de la tour. Tout le reste, c'est de l'exposition et de la mise en place. Mais pour autant, je pense pas que l'épisode 1 de Game of Thrones soit mauvais et qu'il aurait fallu le changer complètement. Bien au contraire, il remplit simplement un rôle différent de celui de House of the Dragon, un rôle d'introduction et d'exposition. Il donne un départ plus lent à la série, mais c'est la complexité et la multiplicité de personnages et d'intrigues qu'il introduit qui a fait de Game of Thrones la série qu'elle est devenue. En quelque sorte, c'est un épisode sacrifié sur l'autel de la grande histoire. Un épisode rempli de promesses. Des promesses de complot, de guerre et d'apocalypse. Des promesses qui ne vont pas toujours être tenues d'ailleurs. Mais surtout, cet épisode nous fait la promesse d'une aventure qui va s'étaler sur le temps long. Parce qu'il y a une petite particularité chez une grande partie des personnages qu'il nous introduit. Ce sont des enfants qui ne connaissent pas grand chose du monde qui les entoure. On a donc la promesse de les voir grandir et évoluer au fil des différentes saisons. Et crever aussi. Et c'est aussi quelque chose qu'on a avec les bébés loups et les œufs de dragon. Tout cet épisode est tourné vers le futur, même jusque dans la devise des Stark. On est donc sur un épisode qui donne très envie de voir la suite, et encore plus grâce à la bonne vieille technique du cliffhanger. De son côté, le premier épisode de House of the Dragon, même s'il est d'une grande qualité et très prenant à regarder, est moins tourné vers le futur. Comparé à l'épisode 1 de Game of Thrones, il ne fait pas beaucoup de promesses pour la suite de la série. Il y a assez peu d'intrigues laissées en suspens, pas de cliffhanger, et les personnages ont une moins grande perspective d'évolution que celle qu'on pouvait avoir dans Game of Thrones. En fait, sa seule véritable promesse, c'est celle d'une bonne grosse guerre civile. I have decided to name a new heir. I'm your heir. Not anymore. Une guerre civile, c'est sympa en soi, bizarre la phrase, surtout avec des dragons, mais ça vend moins du rêve que la promesse d'une lourde épopée, avec un grand nombre de personnages, différentes ambiances, et des intrigues complexes, variées et de plus grande ampleur. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que le premier épisode de House of the Dragon est meilleur que le premier épisode de Game of Thrones? Si on compare juste les deux épisodes, sans tenir compte de leur suite, ce qui n'a pas vraiment de sens, alors dans ce cas, oui. Pour moi, l'épisode 1 de House of the Dragon a une meilleure narration que celui de Game of Thrones, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Mais quand on inscrit ces épisodes dans leurs séries respectives, bah là c'est plus du tout la même histoire. Enfin bref, même si la comparaison entre les deux séries peut être intéressante, elle est fondamentalement injuste. Les deux séries n'ont pas les mêmes ambitions et elles n'ont pas non plus le même support d'adaptation. House of the Dragon ne sera jamais Game of Thrones.
Et je pense que cette série, dans son ensemble, sera très sympathique à suivre. Mais à mon humble avis, elle ne sera pas la dinguerie de la décennie, ce qu'avait été Game of Thrones. D'autant plus que cette série a un gros problème, parce que même si l'histoire qu'elle nous raconte est super prenante, même si les acteurs, les musiques et les effets spéciaux sont incroyables, on sait que, à la fin, le roi de la nuit se fera one-shot par Arya. À moins que